La Banque africaine de développement est de retour à Abidjan. Le conseil d'administration de la BAD a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La BAD est reconnaissante au président de la République pour avoir facilité ce retour à Abidjan après 11 ans de délocalisation à Tunis. Le premier ministre Danek Ablan-Duncan et le directeur du Centre de développement économique de l'Organisation de coopération et de développement économique ont procédé hier au lancement officiel de l'étude relative au plan stratégique pour l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Solidarité et vivre ensemble, défi pour une Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, c'est le thème de la 9e journée nationale de la solidarité célébrée officiellement ce jeudi à Abidjan. Peut-être un espoir dans la lutte contre le virus Ebola. L'OMS annonce la sélection de 8 traitements et 2 vaccins à développer. Une réunion se tient présentement à Genève. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. Ajouté au sommaire de cette édition, le dossier du jeudi, nous irons à la rencontre des personnes handicapées. Qu'en est-il de leur insertion et intégration sociale? Ces personnes handicapées diplômées, pour la plupart, aspirent à un mieux-être. Ils appellent tous à la réinstauration du recrutement dérogatoire à la fonction publique, insertion et intégration sociale des personnes handicapées. C'est le dossier du jeudi proposé par la rédaction. Mais avant, écoutons juste une réaction d'un handicapé rencontré par notre reporter Serge Coléa. Les personnes handicapées se sentent exclues dans tout le processus qu'on peut appeler de développement. Ce n'est pas jeter de la pierre à quelqu'un, mais c'est la réalité. Voilà, c'était juste un extrait. L'intégralité de ce dossier vous sera proposée dans quelques minutes. Mais avant, prenons la direction du palais présidentiel où le chef de l'État a reçu une délégation de l'association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite. Ces anciens diplomates ivoiriens ont réaffirmé au président de la République leur volonté de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Awa Touré. La délégation d'anciens ambassadeurs ivoiriens comprenait les ambassadeurs Souleymane Sako, Tchemeleboa, Yénéa, Dosso Lassiné et Noama Emmanuel. Cette délégation représentait à cette audience avec le président de la République Alassane Ouattara l'association des ambassadeurs ivoiriens à la retraite. Même en fin de carrière, aucune compétence ivoirienne n'est de trop pour réaliser l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. C'est le sens qui se dégage du long entretien que le président de la République a eu avec ses anciens diplomates ivoiriens. Nous avons beaucoup appris et ça a été avec beaucoup d'émotion que le président nous a parlé de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux et nous voulons lui dire, avant de partir, un très grand merci pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays. Le président de la République Alassane Ouattara leur a demandé de mettre leur expérience au service de leur pays, la Côte d'Ivoire. L'association des ambassadeurs à la retraite de notre pays, les doyens qui ont tant contribué à l'épanouissement de la Côte d'Ivoire pendant de nombreuses années, je leur ai dit que mon vœu le plus cher, c'est qu'ils continuent d'être à nos côtés pour travailler à retrouver le lustre d'antan. Ils m'ont donné des assurances, ils continueront de me donner des conseils. Et donc je voudrais, messieurs les ambassadeurs, vous dire un grand merci et dire que ces entretiens m'ont été particulièrement utiles. Vous avez encore beaucoup à apporter à la Côte d'Ivoire. Si elle n'était représentée que par 5 de ses membres, l'association des ambassadeurs ivoiriens à la retraite compte à ce jour une quarantaine d'anciens diplomates. À la présidence de la République, le chef de l'État a aussi reçu le conseil d'administration de la BAD. La Banque africaine de développement est de retour à Abidjan. Les responsables sont allés exprimer leur reconnaissance au président de la République pour avoir facilité ce retour à Abidjan après 11 ans de délocalisation à Tunis. Le reportage de Viviane Aïmé. La Banque africaine de développement de retour à Abidjan, son siège statutaire. Ce jeudi, son conseil d'administration s'est rendu au palais présidentiel pour saluer le président de la République, Alassane Ouattara. Nous vous informons solennellement du retour de la BAD à Abidjan, a dit le président de la banque, Donald Kaberuka.
au chef de l'État. Il a remercié le président de la République pour avoir facilité les conditions de ce retour. Ainsi, en novembre prochain, la BAD célébrera ici à Abidjan son cinquantenaire. Le président de la Banque africaine de développement a félicité le président de la République Alassane Ouattara pour la stabilité politique et la sécurité retrouvée en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, Excellences, en cette circonstance privilégiée, il me tient à cœur de relever les facteurs favorables que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont créés et qui ont été déterminants pour le retour de la Banque. Avec la stabilité politique et sécurité retrouvée, la Côte d'Ivoire a créé un climat de confiance. Nous voulons vous assurer du soutien de la Banque dans la poursuite de ces dynamiques afin de voir se consolider les acquis de la paix, de la relance économique et de la croissance inclusive. Aujourd'hui, notre confiance à l'égard de votre pays et de votre peuple est sans équivoque. Nous espérons que le retour de la BAD contribuera au renforcement du climat de confiance actuel et qu'il constituera un motif d'encouragement, surtout pour les investisseurs ivoiriens et étrangers. La BAD est un outil précieux pour les Africains, a dit à son tour le président de la République Alassane Ouattara, qui a qualifié ce retour de grand moment. Le retour de la BAD à Abidjan s'effectue dans un contexte de crise sanitaire. La région ouest-africaine est confrontée à une grave épidémie due à la fièvre Ebola. La BAD a dégagé 60 millions de dollars pour aider les États dans leur lutte contre l'épidémie. Le président de la République a remercié la BAD pour son soutien. Grâce à vous et au conseil d'administration, aujourd'hui, la Banque africaine de développement est à Abidjan. C'est un grand moment pour nous. Et je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple de Côte d'Ivoire, vous remercier. Et aussi remercier le personnel de la BAD qui a accepté, pour les 2/3, comme vous l'avez dit, de venir quasiment en terrain inconnu. Puisque depuis 11 ans, vous l'avez dit, les effectifs de la Banque africaine de développement se sont transformés. Et donc c'est une marque de confiance. Vous avez évoqué tout à l'heure l'épidémie Ebola, qui est une préoccupation pour nous tous, toutes les populations d'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais vous remercier pour le soutien que la Banque africaine de développement a apporté à cette situation. Je voudrais aussi en profiter pour vous dire que nous luttons en Côte d'Ivoire depuis des mois pour que le virus ne soit pas présent ici. Mais bien évidemment, nous sommes un pays à risque avec le voisinage du Libéria et de la Guinée, puisque les deux ensemble totalisent plus de 1000 décès aujourd'hui. Donc, je voudrais compter sur vous pour que la Côte d'Ivoire puisse être prise en charge dans le financement donc, de la protection des citoyens et aussi de l'anticipation nécessaire pour que le virus ne vienne pas en Côte d'Ivoire. La BAD de retour à Abidjan, une photo de famille a fixé l'événement. Et la Côte d'Ivoire se donne les moyens de son émergence à l'horizon 2020. Le Premier ministre et le directeur du Centre de développement économique de l'Organisation de coopération et de développement économique ont procédé hier au lancement officiel de l'étude relative au plan stratégique pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Cette étude permettra d'identifier clairement les moteurs de la croissance du pays pour accélérer la progression vers l'émergence. On en sait plus avec Hugues Vébli. Décidée à réaliser son émergence d'ici 2020, la Côte d'Ivoire n'hésite pas à faire appel à des expertises internationalement reconnues. Le Centre de développement de l'OCDE est ainsi chargé de conduire et réaliser de profondes réflexions sur la vision stratégique de l'ensemble de l'économie ivoirienne. C'est en présence du Premier ministre Danaka Blanc-Duncan que l'étude que mène l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE a été officiellement lancée mercredi. Elle permettra de proposer une stratégie accompagnée de recommandations spécifiques d'orientation des politiques. La solution des problèmes, des fois, ou la capacité d'exploiter des opportunités, demande de combiner mieux l'action gouvernementale. Et voilà donc que discuter de stratégies avec un acteur externe qui n'est pas un acteur académique ou n'est pas un consultant, mais un organisme international qui travaille avec le gouvernement, pour le gouvernement, permet des fois de
construire des stratégies qui sont plus que la somme des politiques sectorielles individuelles. Voilà. Pour la toute première fois, les examens multidimensionnels de l'OCDE sont réalisés dans un pays africain, un privilège pour la Côte d'Ivoire. Ils ont fait un travail, comme il est indiqué, donc, en Asie, avec le Vietnam. Ils l'ont fait donc, disons qu'en Amérique latine. C'est bon quand même d'avoir ces expériences là-bas, de manière à ce que nous puissions donc bénéficier donc de cela. La Côte d'Ivoire, comme a indiqué M. Pézini, va être le premier pays africain à bénéficier d'une telle étude. Et je pense que nous serons aussi, il a indiqué, un des futurs membres au niveau donc, du centre de l'OCDE. Et je pense que ces relations-là sont essentielles pour aussi asseoir la confiance de nos partenaires privés en la Côte d'Ivoire. L'OCDE, qui existe depuis 1961, compte 42 membres et regroupe plusieurs centaines d'experts dans ses centres de recherche à Paris. L'objectif commun de ces membres, mener des politiques meilleures pour une vie meilleure. La mise en place était prévue aujourd'hui. Finalement, elle n'aura pas lieu. Le bureau de la commission électorale indépendante sera connu demain. Ainsi en ont décidé les membres de la commission électorale après 4 heures de discussion ce jeudi. Je vous propose d'écouter l'un des membres de la commission, Séverin Auguste Miremont. Il est au micro d'Amza Diaby. Même s'il vous a semblé qu'on a pris le temps, un temps assez long, pour en sortir sans la fumée blanche, ça a été une réunion de l'avis de tous les membres de la commission, positive et fructueuse, en ce sens que les débats ont permis à chacun de, disons, de faire plus ample connaissance avec ses collègues de la commission électorale indépendante. La réunion n'a pas été inutile. Vous connaissez l'ordre du jour de cette réunion, c'était la mise en place du bureau de la CEI. Nous avons donc travaillé sur les modalités, nous nous sommes accordés sur les modalités d'élection des membres du bureau. Nous avons travaillé à cela cet après-midi et nous nous retrouverons demain, vendredi, à 15h pour élire les membres du nouveau bureau de la CEI. Au Conseil constitutionnel, les 3 nouveaux membres nommés par le président de la République en remplacement de ceux dont le mandat a expiré ont prêté serment aujourd'hui et entrent donc officiellement en fonction pour 3 ans. Notez que c'est le mois dernier que le Conseil constitutionnel a été renouvelé conformément à la loi fondamentale. Le témoignage de Léon Pro. Par cet engagement, Kofi Afoué-Geneviève épouse Kwame, Matolo Massissé, 2 magistrats hors hiérarchie et Maître Assi Emmanuel, avocat, entrent officiellement en fonction en qualité de juge constitutionnel. Ces 3 personnalités siègent désormais au Conseil constitutionnel pour les 3 ans restants à l'équipe du professeur Francis Vaudier. Elles savent bien la tâche qui est la leur. Monsieur le Président de la République, qui me fait l'honneur de me nommer au Conseil constitutionnel, après avoir été membre du gouvernement. Donc c'est la confiance qu'il a en moi. Le Conseil constitutionnel est le gardien de la Constitution. Faire partie d'une telle institution est une lourde responsabilité. Je voudrais respectueusement remercier Monsieur le Président de la République qui m'a fait confiance en me nommant à ces hautes fonctions. Dans le respect du serment que je viens de prêter, je tâcherai de mériter cette confiance. Cette cérémonie de prestation de serment, une occasion pour le président du Conseil constitutionnel de sacrifier à la tradition, de prodiguer des conseils aux membres entrants. Agir sur la base et dans le respect des termes du serment, faire en sorte que par leurs agissements, par leurs propos, par leur comportement, par leurs décisions, le Conseil constitutionnel soit effectivement un organe juridictionnel indépendant et impartial, agissant en toutes circonstances dans le respect du droit et dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire.
Les 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont été nommés le 13 août dernier par le président de la République. Ils remplacent Hortense Sangoran-Kwasi, épouse Cesse, Suzanne Joséphine Touré, épouse Eba, et Boniface Ouraga-Oubou, les 3 conseillers de l'équipe du professeur Francis Vaudier, dont le mandat de 3 ans a expiré. Solidarité et vivre ensemble, défi pour une Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. C'est le thème de la 9e journée nationale de la solidarité célébrée officiellement aujourd'hui à Abidjan. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, initiateur de cette journée, veut promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale. Des actions de solidarité initiées au sommet de l'État en images. Nous sommes à la 9e édition de la Journée nationale de la solidarité. Le gouvernement veut ainsi inviter les populations à lui emboîter le pas. La solidarité étant pour le ministère en charge de cette question un facteur de paix et de développement. Le gouvernement, depuis plusieurs années, célèbre une journée consacrée à la solidarité, question d'interpeller les consciences et la conscience de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, à la nécessité donc de nous mettre ensemble, de nous tenir donc par ce sentiment fort d'entraide et d'appartenance à la même nation, n'est-ce pas, et de faire de cette nation une nation tout simplement où il fait bon vivre, une nation qui, à cause de sa solidarité, de sa culture de la fraternité, de l'entraide, n'est-ce pas, de l'amour aussi, n'est-ce pas, pourra donc créer ce cadre favorable et propice aux affaires, au bien-être des uns et des autres, afin de donner une chance à cette émergence-là. Je suis à cette journée nationale de la solidarité pour apporter, au nom du premier vice-président, tout le soutien à Madame la ministre. La solidarité est le ciment de toute action. Pour un pays qui a vécu autant de crises, autant d'atrocités, et si nous ne sommes pas unis, nous ne pourrons pas aller vers l'émergence. Témoignages et décorations de responsables d'associations et d'organisations non gouvernementales constituent les autres temps forts de cette journée nationale de la solidarité, journée dont la célébration se poursuit jusqu'au 19 septembre 2014. On en arrive au dossier du jeudi. Nous partons aujourd'hui à la rencontre des personnes handicapées. Qu'en est-il de leur insertion et intégration sociale? Ces personnes handicapées, diplômées pour la plupart, aspirent à un mieux-être. Ils appellent tous à la réinstauration du recrutement dérogatoire à la fonction publique. Insertion et intégration sociale des personnes handicapées, c'est le dossier du jeudi signé Serge Coléa. Ndri Kwadio Daniel est attaché des finances en service à la direction des impôts de Yopougon. Détenteur d'une maîtrise en sciences économiques, il a intégré la fonction publique en 2006 grâce au recrutement dérogatoire des personnes handicapées institué en 1997 par les autorités ivoiriennes. Ce recrutement m'a permis aujourd'hui de pouvoir m'épanouir. Aujourd'hui, je suis là, il y a ma maison, il y a ma voiture, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à faire tout ce qu'on me demande de faire, je le fais correctement et bien d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un travailleur accompli dont l'efficacité et les compétences ne souffrent d'aucune contestation. Aujourd'hui, je peux affirmer que Ndri, par exemple, est la pièce maîtresse de la recette que nous dirigeons. Aouti Kwaku, lui, vit dans le sous-quartier Ananiré, toujours dans la commune de Yopougon. Il est titulaire d'une licence en communication. Il n'a pas eu la même chance que Ndri Daniel, l'agent des impôts. Le recrutement dérogatoire sur lequel il fondait beaucoup d'espoir est suspendu depuis 2009. Aouti, qui assume les charges de sa petite famille, notamment sa femme enceinte, a décidé de continuer les études à l'université de Cocody, mais que des difficultés. C'est vraiment difficile d'emprunter les Ororo qui refusent catégoriquement parce que leur coffre n'est pas adapté au fauteuil roulant. D'autres, ils trouvent aussi qu'en mettant le fauteuil, ça leur prend du temps. Ça fait que je n'arrive pas à suivre correctement les cours. En amphi, c'est difficile parce que toutes les salles de TD sont en hauteur. Donc par moment, on se fait aider par nos camarades étudiants. Kwame Loukou Josué, diplômé en criminologie, est le président de l'association des paralysés de Côte d'Ivoire. Pour lui, les personnes handicapées sont des laissés pour compte en Côte d'Ivoire. Les personnes handicapées se sentent exclues dans tout le processus qu'on peut appeler de développement.
ce n'est pas jeter de la pierre à quelqu'un, mais c'est la réalité. Nous avons des difficultés de déplacement. Nous avons les problèmes même de circuler sur nos propres voies. Il n'y a pas de voie tracée, il n'y a pas d'à côté qui permettent aux personnes handicapées, n'est-ce pas, de circuler. Nous parlons même de formation. En parlant de formation, il faut aussi parler de l'accessibilité aux bâtiments. Il y a des écoles primaires qui sont construites en hauteur, à niveau. Et quand on quitte même le primaire, on va au collège ou au lycée, mais encore quand on arrive à l'université, le problème est encore grandissant. Parce qu'il faut participer aux travaux dirigés. Quand tu es en fauteuil roulant et que des travaux dirigés se font en hauteur, à 3 niveaux, au-dessus des bâtiments R+3, R+4, mais évidemment, quand il n'y a pas d'accessibilité en termes d'ascenseur et autres, voyez-vous que ça pose le problème de formation. À la direction de la promotion des personnes handicapées, structure sous tutelle du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le directeur Koné Victorien, lui-même non-voyant, se dit conscient de toutes ces difficultés. Nous avons environ 640 personnes handicapées qui ont bénéficié d'un emploi décent par le biais du recrutement spécial à la fonction publique. Il faut reconnaître que ça fait comme maintenant 5 ans que le processus a été interrompu. Et c'est vrai que nous entendons beaucoup de plaintes au niveau des personnes handicapées. C'est normal parce qu'il s'agit de questions vitales. Mais nous avons quand même le bonheur d'apprendre qu'une annonce ferme a été faite par le Premier ministre pour que des personnes handicapées soient recrutées cette année. Le chef du gouvernement a donné un calendrier clair stipulant que jusqu'à fin juillet, n'est-ce pas, le recrutement dérogatoire allait être relancé et que les personnes handicapées, nous qui attendons d'avoir un premier emploi, nous allons en avoir. Aujourd'hui, il n'y a aucune communication, n'est-ce pas, sur la question. On nous dira que des choses se font, mais quand des choses se font que nous qui sommes les conseillers ne sommes pas informés, mais on nous infantilise à la limite. La question de la prise en charge des personnes handicapées et de leur intégration effective dans le tissu social et économique, au dire des concernés, tient à une volonté politique. Selon les handicapés, la loi nationale d'orientation qui peut régler le problème attend d'être mise en application depuis une bonne dizaine d'années. Si aujourd'hui le président de la République signe les décrets d'application de la loi d'orientation, ces décrets d'application nous permettront de pouvoir nous exprimer dans notre société. Notre intégration va connaître un démarrage effectif. Il faudrait que le handicap soit abordé, et je le dis haut et fort, dans un ministère exclusif qui va définir en son sein un système approprié pour la prise en charge des personnes dites handicapées. Le cri de cœur des personnes handicapées se fait de plus en plus persistant. Diplômés en quête d'emploi ou tout simplement personnes en quête de formation, les personnes handicapées veulent être membres d'une société qui leur offre les commodités pour pouvoir s'exprimer, s'épanouir et prendre leur place dans le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, et c'était le dossier du jeudi proposé par le service aux sociétés de la rédaction. C'est fait, le lycée international Jean Mermoz de Cocody, fermé pendant 10 ans, a ouvert ses portes aux élèves et enseignants. Ce jeudi 4 septembre 2014 est une date mémorable. Les élèves ont repris le chemin de l'école en ce premier jour de classe. L'établissement a noté une bonne affluence. Élèves et parents d'élèves sont heureux de retrouver le lycée. Le témoignage est signé Maïsako. J'ai vu des flamands avec des éléphants. Ce jeudi matin à 7 h, il régnait une bonne ambiance au lycée international Jean Mermoz à Cocody. Parents et élèves étaient heureux de la réouverture de l'établissement. Je suis heureuse d'être à Mermoz parce que je me sens comme si je suis avec mes parents. Je suis très heureux d'être là. Mermoz a toujours été un monument dans Cocody. Déjà le fait que ça réouvre, c'est déjà bon pour, je vais dire, pour la paix. On suppose que toutes les conditions sont réunies maintenant. Même son de cloche pour les enseignants. Tout se passe bien, tout a été très bien préparé. Il y a une équipe performante qui s'est occupée de toute la réouverture de Mermoz. Le lycée international Jean Mermoz réhabilité comporte 90 classes et 40 bâtiments,
prêt à accueillir 900 élèves repartis dans les 3 différents cycles que sont la maternelle, le primaire et le secondaire. Les apprenants sont en majorité de nationalité ivoirienne et française. Nous avons 450 élèves dans le primaire et 450 élèves au secondaire. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons largement rempli les classes qui sont des classes de début de cycle. Il n'y aura pas d'examen de bac pour les élèves cette année. Seuls sont au programme le brevet et le probatoire. Cette année est une classe où nous ouvrons 100 terminales, ce qui est tout à fait cohérent parce que nous ouvrons le cycle terminal, c'est-à-dire la première, ce qui donc ouvre droit à 2 examens, le brevet, ce que vous appelez le probatoire et ce que nous appelons les épreuves anticipées dans le système à programme français. Les travaux de réhabilitation du lycée international Jean Mermoz ont été menés par l'État de Côte d'Ivoire à travers le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Le coût des travaux de réhabilitation des bâtiments s'élève à 5,6 milliards. Les équipements sont à 2,8 milliards. Les cours ont bel et bien repris ce jeudi au lycée international Jean Mermoz. Dans les 3 prochaines années, l'établissement envisage d'accueillir 2500 élèves, soit 3 fois son effectif actuel. En politique à présent, intéressons-nous au renouveau pour la paix et la concorde RPC Paix. RPC Paix a annoncé son premier congrès ordinaire les 27 et 28 septembre prochains. C'était lors d'une conférence de presse animée par la présidente Henriette Lagou au siège du RPC à Cocody. Le reportage de Laure Magnessi est commenté pour vous par Abou Sanogo. Le centrisme comme alternance politique crédible face aux enjeux de la démocratie et de la paix. C'est le thème du premier congrès ordinaire du RPC, le renouveau pour la paix et la concorde. Le congrès se tiendra les 27 et 28 septembre prochains au Palais des Sports de Treichville. L'annonce a été faite ce mardi par la présidente du RPC, Henriette Lagou. Le choc des extrêmes gauche-droite a généré des tensions politiques qui ont engendré les situations de crise avec les conséquences désastreuses que nous avons connues. Pour résorber ces frictions et réconcilier véritablement la nation déchirée, une alternance politique s'impose à travers une nouvelle voie qui rassemble. Le choix du centrisme nous apparaît le mieux indiqué pour renouer avec l'héritage du dialogue et de la paix légué par le père fondateur. Outre les retrouvailles entre militants, à ce congrès, 11 ateliers de travail seront organisés sous divers thèmes. Ils porteront entre autres sur les projets de société, les jeunes et l'emploi, la diaspora et le développement. D'autres thèmes seront aussi abordés, mais ils seront plus accentués sur la vie interne du RPC. Depuis ce lundi, autorités maliennes et rebelles du Nord négocient à Alger un accord de paix. Alger 2, qui succède à Alger 1, doit concilier les positions entre Touaregs qui tiennent le nord du Mali. Depuis 2012, le commentaire est signé Sylvie Touré. Un an jour pour jour que Ibrahima Boubacar Keïta est à la tête du Mali. Mais ce 4 septembre, le regard des Maliens reste tourné vers Alger. Peut-être que la solution au chantier prioritaire de la réconciliation viendra de là-bas. C'est qu'à Bamako, on a tout essayé, la guerre comme le dialogue. Mais les lignes n'ont pas bougé, le Nord reste aux mains des rebelles Touaregs. Ceux-ci réclament désormais un statut particulier à défaut de l'indépendance de cette partie du Mali appelée l'Azawad. Et sur cette question, les 6 groupes rebelles signataires de la feuille de route d'Alger parlent d'une même voix. L'indépendance du nord du Mali, il n'en est pas question, martèle le président malien depuis son accession au pouvoir. Sauf l'indépendance, le fédéralisme et l'autonomie. Tout est négociable. Des positions tranchées que devront rapprocher les négociateurs d'Alger. Une quadrature du cercle pour certains, mais l'assiduité des 2 parties aux différentes tables de négociation, dressées depuis l'éclatement de la crise en 2012, témoignent de leur volonté de privilégier la force de l'argument, c'est-à-dire le dialogue, à l'argument de la force qu'est la guerre. Une disposition d'esprit que devront nécessairement capitaliser les négociateurs pour arracher un accord de sortie des crises aux belligérants et éviter que le Mali ne s'embrase à nouveau. Alger 2 devra donc ouvrir un dossier qui fâche, celui du statut juridique du nord du Mali.
Les négociateurs devront convaincre les rebelles de l'impossibilité de la partition du pays et arracher au pouvoir en place à Bamako des garanties pour l'implication et la prise en compte des Touaregs dans la gestion du pays et enfin dissiper le sentiment de marginal qui habite l'ensemble de la communauté Touareg. Alger 2, un round de négociations décisif donc, d'où l'implication aux côtés des négociateurs algériens de l'ONU, de l'UA et de la CEDEAO pour concilier les positions autour d'un accord de paix et désamorcer cette bombe qui menace toute la sous-région. Pour ajouter concernant le Mali que nous sommes aujourd'hui 4 septembre, il y a donc un an jour pour jour qu'Ibrahim Boubacar Keïta prêtait serment et devenait officiellement le nouveau président malien. Le virus Ebola sévit dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, peut être un espoir dans la lutte contre la pandémie. L'OMS annonce la sélection de 8 traitements et 2 vaccins à développer. Une réunion se tient présentement à Genève. Face à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest et en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé a réuni à Genève 200 experts. 2 jours de réunion pour faire le point sur les moyens de combattre le virus. C'est très important de nos jours de trouver très vite quelque chose pour lutter contre Ebola parce que ça fait une grande inquiétude pour nos populations et avec des retombées socio-économiques très importantes qui s'annoncent. Actuellement, les chercheurs travaillent sur 8 traitements expérimentaux et 2 vaccins qui ne pourraient être disponibles, dans le meilleur des cas, que vers la fin de l'année 2014. Selon l'OMS, l'épidémie a déjà fait 1900 morts sur 3500 cas avérés. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre aimable attention. Restez avec nous, les programmes continuent sur RTI1, la chaîne qui rassemble.